Bienvenue à vous, chers auditeurs. Je suis surprise que vous ayez trouvé le courage de vous frotter à ce deuxième épisode des étranges expériences. Soyez assurés que votre témérité sera récompensée avec les histoires vraies que la dévouée narratrice que je suis va vous conter aujourd'hui. Je vais vous emmener dans les méandres de la conscience modifiée avec l'histoire du contact en état d'hypnose pour vous conduire ensuite dans la maison des ombres. Puis vous ferez des expériences perturbantes avant de recevoir un coup de pouce de l'au-delà. Votre répit ne sera que de courte durée, vous me connaissez, puisque vous ferez la connaissance du pendu du laboratoire et du lutin de la maison d'à côté. Vous pourrez reprendre votre souffle avec l'histoire du doux souvenir de mon père avant d'enfin vous plonger dans celle de la voix d'outre-tombe. Maintenant que vous êtes prévenus, mes chers auditeurs audacieux, laissez-moi vous conter la première histoire, celle du contact en état d'hypnose. Cette histoire se déroule lorsque j'étais plus jeune et que j'habitais encore chez mes parents. Ma chambre se trouvait au sous-sol. À l'époque, je suivais une hypnothérapie et il m'arrivait régulièrement, pour m'aider à m'endormir, de me remémorer ce que l'hypnothérapeute me demandait de faire lors de nos séances pour me placer moi-même en auto-hypnose afin de me relaxer. J'arrivais à faire que mes membres et mon corps s'écrasent sur le matelas de mon lit, je sentais des picotements dans mes bras et je rentrais ainsi en état de conscience modifié. C'est ce que je décide de faire ce soir-là pour accélérer mon endormissement. À côté de ma chambre, de l'autre côté de la cloison contre laquelle repose ma tête de lit, se trouve un débarras où sont stockées diverses affaires sur des étagères, comme des jeux de société notamment. C'est en provenance de cette pièce, juste de l'autre côté de la cloison, que j'entends soudainement quelque chose ou quelqu'un qui fouille dans les affaires stockées sur l'étagère située à hauteur d'homme. J'entends également des craquements qui me donnent l'impression que le parquet craque sous le poids de quelqu'un qui se tient debout juste de l'autre côté du mur. Ces bruits me sortent de ma somnolence. J'ouvre les yeux, mais je suis encore un peu confuse. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il se passe. Je ne suis pas inquiète, mais attentive. Mais au fur et à mesure que je prends conscience de ces bruits, je réalise qu'il se passe quelque chose d'étrange. Je suis seule dans la maison et nous n'avions pas d'animal de compagnie. Au moment où je me fais cette réflexion, j'entends clairement quelque chose qui est projeté au sol. Je panique complètement. D'un bond, je saute du lit et je remonte me réfugier à l'étage dans la chambre de ma sœur où j'ai finalement fini par m'endormir. Le lendemain, j'ai bien entendu été vérifier si quelque chose avait bougé dans le débarras au sous-sol, mais rien n'avait été dérangé dans la pièce. Je vous fais part de mon témoignage car je me dis aujourd'hui, 10 ans après, que j'avais peut-être eu accès ce soir-là à quelque chose qui n'était pas forcément de notre monde. Alors, comment avez-vous trouvé cette mise en bouche ? Pour la prochaine histoire, je vous conseille de vous caler plus confortablement dans votre fauteuil et de laisser diffuser la lumière rassurante d'une lampe près de vous, car voici venir le récit de la maison des ombres. J'ai vécu durant mon adolescence à Marines, un village situé dans le Val d'Oise. Nous y avons emménagé lorsque j'avais 11 ans et nous étions, mes parents, ma sœur et moi, ravis de vivre à la campagne, dans une grande maison au bord de la forêt. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été mal à l'aise immédiatement à notre emménagement dans cette nouvelle maison. Cependant, je me souviens très bien que les choses ont commencé à devenir gênantes lorsque je suis rentrée au collège. En effet, l'emploi du temps plus flexible m'a amenée à me retrouver plus souvent seule à la maison certains après-midi. Durant ces moments solitaires, j'étais très mal à l'aise. J'entendais des claquements, des grincements et d'autres bruits bizarres. Parfois, les bruits étaient si gênants
que je me retrouvais à attendre dehors avec impatience que mes parents rentrent enfin du travail. Lorsque je leur faisais part de mes inquiétudes, ils me disaient que c'était le bois des escaliers qui craquait, ou même mon imagination qui était trop débordante. Mais 2 événements m'ont définitivement fait comprendre que mon imagination n'avait rien à voir avec cela. Un soir, alors que nous avions des invités et que nous étions, ma sœur et moi, en plein repas à la table des enfants, j'entendis très distinctement la porte de notre garage s'ouvrir. Cette porte s'ouvrait avec un mécanisme de roulement et faisait beaucoup de bruit. Je me souviens avoir levé les yeux et observé ma sœur qui était en face de moi afin de savoir si elle avait entendu la même chose. Et au moment où j'ai levé les yeux vers elle, je m'aperçus qu'elle aussi me regardait et se demandait si, tout comme elle, j'avais entendu l'ouverture de la porte. Nous nous sommes donc tournés toutes les deux vers notre père pour l'informer que nous avions entendu la porte du garage s'ouvrir et que nous pensions que quelqu'un était en train de pénétrer dans la maison par le garage situé au sous-sol. Bien évidemment, lorsque mon père descendit les escaliers pour vérifier, la porte était fermée, verrouillée de l'intérieur. Mais je suis absolument sûre et certaine de ce que j'ai entendu ce soir-là. Puis il y a eu cette fameuse nuit. Je fermais les volets de ma chambre. Il faisait nuit dehors et ma lampe halogène était allumée derrière moi. Quand soudain, je vis dans le reflet de la vitre de la fenêtre, qui faisait l'effet d'un miroir grâce à l'emplacement de l'éclairage, mon reflet, mais aussi celui d'une personne juste derrière moi. Une grande ombre noire à la forme humaine. Il était totalement impossible que ce soit mon ombre. Je me suis retournée précipitamment, mais il n'y avait rien, ni personne derrière moi. Je ne parviens pas à oublier cette image et à chaque fois que je ferme un volet, même après toutes ces années, j'ai peur de voir la même chose. Toutes les années passées là-bas ont été agrémentées de ce genre de phénomène. J'étais réveillée par une voix qui appelait mon prénom, des bruits, des ombres. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et je suis toujours mal à l'aise dans cette maison. Il y a 2 ans, mes parents, qui étaient invités à un événement, m'ont demandé de garder la bâtisse. Je leur ai expliqué que seule je ne pouvais pas, car cette maison me faisait peur, et que je demanderais soit à mon conjoint, soit à ma sœur de rester avec moi. Ils se sont bien évidemment moqués et ont évoqué le sujet avec ma sœur sur le ton de la plaisanterie. Ils ont cependant été surpris, tout comme moi d'ailleurs, quand elle leur a confirmé la présence d'ombres dans la maison, qu'elle aussi avait vue. Si vous avez écouté mes conseils, vous avez certainement pu rester jusqu'au bout de ce témoignage. Vous êtes ainsi prêt à écouter la déroutante anecdote qui relate toute une série d'expériences perturbantes. Jusqu'à présent, il m'est arrivé 2 étranges expériences au cours de ma vie. Lors de la première, j'avais une dizaine d'années. Je dormais tranquillement dans mon lit. Et puis, je ne sais pour quelle raison, je me suis réveillée, les yeux immédiatement rivés sur la porte de ma chambre. J'ai tout de suite clairement vu une tête d'homme, fantomatique, qui me regardait en souriant. Étrangement, je n'ai pas eu peur, mais je dois bien avouer que je n'étais pas rassurée non plus. J'ai fini par cligner des yeux et cette tête a disparu. Quelques années après, en repensant à cette expérience, j'ai regardé des photos de famille. Je me disais qu'il s'agissait peut-être d'un grand-père décédé, mais je n'ai pourtant jamais reconnu cette tête. Aujourd'hui, je me dis qu'il s'agissait peut-être de mon ange gardien. Lors de ma 2e expérience, j'avais 17 ans. J'étais chez mes beaux-parents en train de finir une dissertation quand j'ai commencé à entendre des pas qui venaient de la pièce derrière moi. Comme des pas de personne âgée qui a du mal à se déplacer. J'ai tout arrêté pour me concentrer sur ces bruits de pas. Je les ai entendus s'approcher, passer devant moi pour finalement se diriger dans la prochaine pièce.
En passant devant le buffet de la cuisine, cette présence a fait tomber le lot de baguettes de pain que ma belle-mère avait posé là. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et en parlant avec ma belle-mère, elle m'a avoué qu'elle avait, elle aussi, déjà entendu ces bruits de pas, mais que ça ne la dérangeait pas. Il est maintenant temps pour vous de mettre à l'épreuve votre témérité. L'histoire qui va suivre ne vous laissera probablement pas indemne et je suis persuadée qu'elle éveillera en vous une émotion qu'il vous faudra contenir pour poursuivre l'aventure que je vous ai réservée avec ce podcast. Fermez les yeux si vous l'osez et plongez-vous dans l'histoire du coup de pouce de l'au-delà. Le 31 mars 2018, maman nous quitte. Elle et papa étaient fusionnels. Ils ont travaillé ensemble, tenant un hôtel ensemble, s'étaient mis en retraite en même temps. Son départ a été un véritable choc pour nous tous, mais le monde de papa s'ouvrait sous ses pieds. Elle était tout pour lui. Ils étaient toujours ensemble, ils faisaient tout ensemble. Maman n'était pas malade, mais elle a fait une chute dans l'escalier, suivie d'une double erreur médicale et, pour finir, 1 an d'hôpital. Le départ de maman l'a définitivement brisée. Au début, il a essayé de garder la tête hors de l'eau, mais c'était compliqué et il n'en avait pas vraiment l'envie. J'essayais de l'aider à continuer malgré tout et je le forçais à sortir pour au moins aller acheter son pain. Ce jour-là, je passe le voir comme à mon habitude en fin d'après-midi et il me dit qu'il a perdu son portefeuille avec tous ses papiers en allant à la boulangerie, justement. Sachant qu'il n'est plus le même depuis le décès de maman, qu'il est depuis bien souvent ailleurs, je cherche dans les poches de son pantalon, son blouson, puis je fais le tour de la maison et vais voir dans sa voiture. Elle a toujours été impeccable, cette voiture. Rien dans les vides-poches des portières, rien dans la boîte à gants, à part le livret de la voiture, rien sous les sièges, rien sous les tapis de sol, rien à l'arrière. Ça me facilite grandement la tâche et je n'y trouve rien de rien. Je cherche même jusque dans le coffre et soulève la moquette. Quand je cherche, je cherche. Je regarde aussi sous la voiture. Le garage est sans fenêtre, mais la lumière me parvient largement depuis la porte ouverte. Nous sommes en effet le 5 mai et il est 18h. Je cherche aussi le long du trajet garage-maison, mais je n'y trouve rien non plus. Je me dis qu'il a dû le ramener avec ses courses et qu'il ne s'en souvient plus, donc je cherche absolument partout, jusque dans le réfrigérateur. Depuis le décès de maman, il perd un peu la tête, mais je ne trouve rien, nulle part. Dans la salle à manger, la chambre à coucher, je fouille tous les tiroirs, la machine à laver, le four, chaque meuble. Finalement, je téléphone à la boulangerie. Ils n'ont rien trouvé, mais me demandent de rappeler le lendemain. La personne qui était présente à la boutique au moment où papa s'y est rendu est déjà partie. Peut-être qu'elle l'aura rangé quelque part. Mon mari me dit que papa l'a peut-être perdu sur la route en sortant de son garage et que quelqu'un aurait pu le ramasser et l'avoir mis dans sa boîte aux lettres grâce au papier d'identité qui se trouvait à l'intérieur du portefeuille. Mais non. Nous nous disons que s'il a été trouvé, les gens auraient pu le fouiller puis le jeter dans la poubelle devant la maison. Après vérification, rien. Dans le champ en face, non plus. Le long de la route qui descend devant chez lui, le néant. Nous décidons de retourner chercher dans le garage. Mon mari m'accompagne, persuadé que je n'ai pas bien fouillé. Et nous scrutons tous les deux les moindres recoins de la voiture, sous les pneus. Chaque centimètre carré du garage, qui a juste la taille d'un véhicule, et dans lequel rien d'autre ne s'y trouve à part une caisse à outils, fouillée bien évidemment, et passée au peigne fin. Les « Et là, tu as regardé ?» se suivent, et malgré mes réponses affirmatives, mon mari vérifie tout. Entre l'assise et les dossiers des sièges, les pare-soleils, les vides-poches, la boîte à gants, on recommence, on se suit, on repasse l'un derrière l'autre, rien. Nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence, il a bel et bien perdu son portefeuille. Papa est très ennuyé, il n'est allé nulle part ailleurs, il en est certain.
et il y avait une photo de maman qu'il aimait beaucoup dedans. C'est ce qui lui fait le plus de mal, je crois. Je sens sa tristesse, son désarroi. Il n'avait vraiment pas besoin de ça. Il n'y avait que 20 € dedans, ses papiers et sa carte bleue, mais je crois que la photo, c'était trop. Le lendemain, dimanche, j'appelle la boulangerie. Non, rien n'a été trouvé sur place. Je décide de retourner voir dans la boîte aux lettres, on ne sait jamais. Et tout en marchant, je parle à maman. Je lui dis que papa est complètement abattu, que son chagrin le ronge un peu plus chaque jour et qu'il faut qu'elle m'aide à retrouver son portefeuille. Que ça lui apporterait un peu de baume au cœur, que ce serait une bonne nouvelle dans sa journée. Je lui dis, tout en marchant sur le chemin qui mène à la boîte aux lettres, « Maman, s'il te plaît, guide mes recherches. Mène-moi vers son portefeuille, et s'il l'a vraiment perdu, ramène-le nous, s'il te plaît. Il serait si heureux de le retrouver. S'il te plaît, maman, aide-nous. » Elle était mon dernier recours, et à cet instant, je sentais sa présence. Malheureusement, la boîte aux lettres est vide. Je regagnais la maison quand, j'ignore pourquoi, je me dis, puisque tu es à côté, regarde une dernière fois dans le garage. J'appuie sur la télécommande de la porte automatique. La porte du garage se soulève lentement et là. Je vois le plafonnier de la voiture allumé, la portière conducteur grande ouverte. Ma première pensée est que la veille, mon mari et moi n'avons certainement pas dû refermer la porte. Je m'avance donc pour la refermer quand, pas encore arrivé à la hauteur de la portière, je vois debout sur la tranche dans le vide-poche de la portière, le portefeuille de papa. Je m'approche, je tremble, j'ai froid. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que je crois que c'est. Si, c'est bel et bien le portefeuille de papa. Il est là, dépassant du vide-poche, seul objet dans ce rangement. Je le prends et l'ouvre, c'est bien le sien. Les larmes montent, je suis abasourdie, assommée et folle de joie pour papa. Je murmure « Merci maman », encore et encore. Je sens une chaleur, une joie immense dans mon cœur. Je ne marche pas, je cours, je vole, je me sens transportée. Nous ne pouvions pas, mon mari et moi, ne pas l'avoir vu s'il avait toujours été là. Nous avions, chacun notre tour, et moi par 2 fois, passé les mains dans les vides-poches pour être certains que rien ne s'y trouvait. Nous ne pouvions pas non plus ne pas avoir vu que la portière était restée ouverte si nous avions oublié de la refermer. Nous ne pouvions pas ne pas avoir vu le plafonnier rester allumé si tel avait été le cas en refermant la porte du garage. Puisqu'il n'y a pas d'éclairage, nous l'aurions forcément vu, et personne d'autre n'a la télécommande de la porte du garage. Je rentre chez papa. Je sais qu'il dort. Il est encore tôt. Je ne le réveille pas. Les journées sont plus courtes pour lui quand il dort. Je dépose le portefeuille sur sa table avec un petit mot « De la part de ton ange gardien ». Mon mari me rejoint. Je lui explique que j'ai trouvé le portefeuille dans la voiture. D'emblée, il me répond « Ce n'est absolument pas possible. J'ai cherché moi-même. » Non, impossible, c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Eh bien non, c'est ça qui n'est pas possible. Si mon mari n'avait pas cherché à son tour, je crois que j'aurais fini par me dire qu'en effet, j'avais du mal fouiller. Mes chers auditeurs, vous étiez pourtant avisés. Alors, comment se fait-il que vos yeux soient si brillants ? Rangez votre mouchoir et reprenez votre souffle car je n'en ai pas encore fini. Je n'ai effectivement pas l'intention de vous laisser de répit car voici venir l'histoire du pendu du laboratoire. Je voulais vous raconter une des expériences que j'avais vécues voilà plusieurs dizaines d'années. J'avais 22 ou 23 ans et je faisais un remplacement pendant l'été dans un laboratoire d'anatomopathologie situé dans un hôpital de la région parisienne. Un matin, en prenant le café avec les collègues, nous étions 12 personnes installées dans des fauteuils, je vois une forme évanescente, blanc cassé, se déplacer dans la pièce. Mon mental essaie de trouver une explication, rayon de soleil, ray de lumière venant de l'extérieur ou d'une pièce voisine. Non,
Les stores sont baissés et le ciel est gris et les lumières éteintes. D'autant plus que l'apparition continue d'avancer. Un frisson me parcourt le dos et je sens les poils de mes bras se hérisser. Je balaye l'assemblée du regard et m'aperçois que personne ne semble remarquer quoi que ce soit. Je regarde les collègues discuter et rire en sirotant leur café. Apparemment, je suis la seule à observer ce phénomène. De mon côté, je vois le spectre qui continue d'avancer dans la pièce pour soudain disparaître comme dispersé par une brise légère. Puis, j'ai très mal à la gorge d'un seul coup et je ressens un énorme poids sur la poitrine. Finalement, la matinée puis l'après-midi se passent sans nouvel incident. 1 heure avant de terminer ma journée de travail, je passe à proximité de 2 collègues en train de converser à propos d'un événement ayant eu lieu plusieurs années auparavant. J'entends l'une d'elles qui dit « C'est d'une tristesse, il s'est pendu ici, au niveau de la cafétéria en bas. Le lundi, des collègues l'ont trouvé et l'ont décroché. » Je blêmis, j'ose à peine demander « Mais vous parlez de qui ?» L'une de mes collègues me répond du tac au tac « D'un responsable du service qui a mis fin à ses jours ici, il y a 3 ou 4 ans, jour pour jour. » Ne remarquant pas mon trouble, elles reprennent finalement leur travail et mettent fin à cette conversation. En rentrant chez moi à la fin de cette étrange journée au labo, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un détour par l'église pour y allumer une bougie et faire une prière pour lui. Je n'ai pas revu le fantôme, mais il y a juste eu un événement inexpliqué environ 3 jours plus tard. Toute l'installation électrique a sauté sans raison apparente. Puis, plus aucun incident. Mon remplacement d'été s'est terminé et je suis partie. J'ai appris bien des années plus tard que le laboratoire avait été démoli. Dans son livre « Une saison en enfer », Arthur Rimbaud écrivait que la vie fleurit par le travail. Pas sûr qu'il ait été du même avis s'il avait écouté cette histoire vraie. Quant à moi, je vous propose de poursuivre cette aventure par le récit du lutin de la maison d'à côté. Nos voisins avaient une belle petite demeure comme maison secondaire et compte tenu du fait qu'ils habitaient loin, il était convenu qu'avec mes parents, nous nous occupions d'ouvrir et de fermer les fenêtres, de faire remplir la cuve à fioul et ainsi de suite, de l'entretien général pour ainsi dire. Cette maison comprenait une entrée dans laquelle se trouvait sur la droite un escalier à colimaçon très ancien, duquel on pouvait admirer chaque recoin de cette pièce. À gauche se trouvait un couloir qui desservait plusieurs pièces comme la chaufferie, le petit salon, la chambre, et au bout duquel se trouvait un second escalier plus brut, moins sophistiqué que celui de l'entrée, et qui donnait accès à la cuisine et à la salle à manger. Mes parents se rendaient donc dans chaque pièce pour fermer les volets, mais personnellement, j'ai toujours rencontré des difficultés à aller les rejoindre, comme un certain malaise, une gêne. Et lorsqu'ils m'appelaient pour que j'aille les retrouver, pour me montrer quelque chose ou pour les aider, j'y allais certes, mais je n'y restais pas parce que je ne pouvais pas, tout simplement. Un jour, au cours d'une conversation avec la propriétaire, sa fille et ma mère, cette voisine nous fait part d'un événement qui lui arrive tous les soirs. Celui de la manifestation d'un petit lutin vert qui vient lui rendre visite au pied de son lit. Manifestation étayée par le fait que le chien des propriétaires aboyait tous les soirs comme pour signifier qu'il y avait quelque chose. Ce récit nous surprend, ma mère et moi. Notre voisine continue ses explications en précisant qu'elle entendait ce petit lutin descendre et monter les escaliers près de sa chambre, l'escalier brut, au bout du couloir. Et c'est bel et bien à cet instant précis que j'ai pris conscience que le malaise permanent que je ressentais dans cette maison avait peut-être bien un fondement. Un jour d'été, nous avions décidé de faire une séance de spiritisme avec la propriétaire, sa fille, ma mère et moi-même, précisément dans cette chambre. Nous y avions installé un guéridon, des post-it avec des lettres de l'alphabet collées dessus, un verre de cristal et une bougie que nous avions placée derrière moi. Mon ombre se reflétait donc face à moi sur la porte de la chambre.
Nous avions bien entendu veillé à fermer la porte et l'unique fenêtre de la pièce. Cette porte s'actionnait à l'aide d'un ancien loquet à monter et descendre, mais qui ne couinait pas quand on ouvrait ou fermait. La séance commence et quelques minutes après, je vois mon ombre bouger. Il me faut quelques instants pour me dire « Mince, mais je ne bouge pas !» Puis subitement, la porte s'ouvre. Je vois un début de lumière blanche si pure, mais qui n'a pas duré car la fille de la propriétaire, prise de panique, s'est vite levée de sa chaise et est partie. La séance était terminée. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que sur le terrain de cette maison, il y a une petite mare et malheureusement un jour, un drame est arrivé. Un enfant s'y est noyé. Je pense que nous pouvons aisément faire le lien avec le lutin, cet être de petite taille vu par la propriétaire, et l'enfant mort noyé. Une histoire à vous donner des frissons dans le dos, vous ne trouvez pas ? Ne flanchez pas maintenant, chers auditeurs, car vous voici presque arrivés au bout de ce podcast. Je suis certaine que vous traversez l'histoire qui suit, celle du doux souvenir de mon père, sans aucun encombre. En 2019, mon père était gravement malade d'un cancer. Sa maladie aura duré 8 mois. 8 mois de souffrance aussi pour nous, ma mère, ma sœur et moi, à devoir gérer les allers-retours entre la maison et l'hôpital à plusieurs centaines de kilomètres de là, mais aussi les émotions, les moments d'espoir, puis de désespoir. Malgré notre grande peine, nous nous efforcions à nous hydrater et à nous nourrir pour maintenir notre organisme en état de fonctionnement. Mais devant notre peu d'appétit, nos repas étaient assez frugaux. Le 5 avril au soir, c'est la souffrance de trop pour mon papa, malgré le soin palliatif en cours réalisé à la maison. Le SAMU arrive pour amener mon père aux urgences et lui administrer un traitement pour calmer sa douleur. Une dose de morphine aura finalement suffi, mais c'est le lendemain, à 11h15, que l'hôpital nous appelle pour nous annoncer son départ au ciel. Nous sommes retournés à l'hôpital pour récupérer ces quelques affaires et avons ensuite entamé toute la partie administrative qui s'en est suivie. Ma sœur nous a rejoints en train le soir même. De retour à la maison, ma mère se rend dans la chambre où mon père avait passé ces quelques dernières semaines pour fermer les volets et à peine entrée dans la pièce, elle nous interpelle. « Les filles, venez voir, on sent comme une odeur de friture sucrée. » Or, comme je l'ai précisé plus tôt, nous ne mangions que très peu et certainement pas d'aliments lourds et sucrés. Sur le moment, nous ne comprenons pas. Et c'est là, en y réfléchissant un peu plus, qu'on a tout de suite pensé à mon papa, qui lui était un petit gourmand de toutes ces douceurs sucrées. Pour nous, mon papa nous avait fait un petit signe pour nous dire « Tout va bien, je suis là », comme pour nous rassurer. Puis, dans le cadre de notre processus de deuil, nous avons tenté de comprendre et de connaître ce qui peut bien arriver après cette vie terrestre. Au cours de ces recherches, nous sommes tombés sur les vidéos de Spirit Experience. Un soir, je regardais une vidéo dans laquelle Nicolas utilisait un pendule, ce qui ne m'a pas laissée indifférente puisque le soir même, j'ai entamé de petites recherches afin de savoir comment s'en fabriquer un. Au fil de cette quête, je comprends que nous sommes tous en capacité à pouvoir s'en confectionner un. Je décide donc, en l'honneur de mon papa, d'utiliser sa chaîne, offerte 1 an avant son départ, et une ancienne bague de famille en guise de pendule. Et c'est le lendemain qu'elle s'est mise à tourner. Depuis, je suis en communication avec mon guide, toujours avec plein d'amour et de bienveillance, mais aussi avec mon papa. Et parce que rien n'est dû au hasard, nous pouvons dire que nous recevons régulièrement des signes de sa part. Une libellule posée sur mon doigt, des papillons blancs qui restent étrangement proches de nous. C'est déjà le dernier chapitre de ce podcast, mais même si la ligne d'arrivée est en vue, ne vous faites pas surprendre. La dernière histoire a de quoi vous faire frissonner, puisqu'elle s'intitule « La voix d'outre-tombe ». Le 16 mars 2016, ma vie s'écroule. Mon mari et père de nos 3 enfants fait un arrêt cardiaque foudroyant en pleine rue à seulement 38 ans.
Le SAMU et les pompiers n'arriveront pas à le réanimer. Je l'ai supplié de rester, de ne pas m'abandonner, mais malheureusement, il est décédé. Suite à ce tragique événement, j'ai été témoin de phénomènes inexplicables, et ce, dès mon retour à la maison. La télé qui s'allume et s'éteint toute seule, des bruits de pas en pleine nuit. Je n'y prête pas forcément attention et je rassure au mieux mes enfants. Mais ces phénomènes se sont amplifiés jusqu'à survenir sur mon lieu de travail. Je possédais à l'époque une friperie et un matin, un gitan un peu déboussolé entre dans mon magasin avec sa femme et me dit « Madame, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais j'ai un message pour vous. Et ça, c'est la seule chose dont je suis certain. » Il a continué « Même après le décès de votre mari, vous avez le droit de refaire votre vie. » Puis il est ressorti de ma boutique aussi soudainement qu'il y était entré. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Plus tard, d'autres événements inexplicables ont encore eu lieu dans ma boutique. Des objets comme des boucles d'oreilles ne cessaient de bouger sur leur portant alors qu'il n'y avait pas de vent. Plusieurs clientes me l'ont même fait remarquer. Les phénomènes s'amplifiaient aussi chez moi et au bout de quelque temps, j'ai commencé à entendre mon mari me parler. J'ai cru devenir dingue. Il me parlait sans cesse de ce que faisaient mes enfants. Un jour, j'ai entendu sa voix qui me disait « Quand Maxime rentrera, engueule-le, il vient de faire un grand excès de vitesse. » Notre fils avait 20 ans à l'époque. J'ai noté l'heure précise et j'ai attendu qu'il rentre du travail. Dès qu'il a passé le pas de la porte, je l'ai questionné à propos d'un grand excès de vitesse qu'il aurait fait. Je lui ai restitué l'événement en précisant l'heure que j'avais notée lorsque j'avais entendu la voix de mon mari défunt un peu plus tôt dans la journée. Maxime est devenu blafard et m'a répondu « Mais comment tu sais ça, maman ?» Les phénomènes ont continué et il s'est passé un tas de choses que je n'explique toujours pas aujourd'hui. J'ai fini par appeler un prêtre sur les conseils d'une amie. Il m'a aidé gratuitement, sans faire la promotion pour son église alors que je ne suis pas croyante. Il m'a confirmé que mon mari était bien présent et qu'il n'avait pas compris qu'il était décédé. Le prêtre m'a expliqué que ça arrivait souvent en cas de mort soudaine, d'autant plus si un proche du défunt le rappelait à lui. Il me révèle qu'en continuant de communiquer avec mon mari après son décès, j'ai ouvert une porte avec l'au-delà. Il ajoute que d'autres entités, malveillantes celles-ci, se sont nourries de notre chagrin, à moi et mon mari, et qu'elles sont là pour me faire peur. Ce prêtre a mis de l'eau bénite dans toutes les pièces et a encouragé mon mari à se diriger vers la lumière. Le père de nos enfants est finalement parti. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de problème chez moi, mais je sais aujourd'hui que l'âme perdure après la mort. Je suis fière de vous, chers auditeurs. Vous êtes brillamment arrivés au bout de ce nouveau podcast. Les histoires du jour avaient pourtant de quoi faire reculer les plus vaillants d'entre vous. En dévouée narratrice, je vous donne donc rendez-vous pour le prochain podcast. Il recèlera sans nul doute d'autres histoires vraies, perturbantes et effrayantes. Préparez-vous. En attendant, je vous invite à noter, partager et commenter celui-ci. À très bientôt pour d'autres étranges expériences.